Ok, donc on a bien les trois quarts, ok. Qui utilise dans le cadre personnel. Vraiment hors du taf. Ok, d'accord, très bien. Toi, c'est pour quoi faire? Souvent, c'est pour des comparatifs de jeux vidéo ou de différentes idées. C'est un peu aussi pour des débats philosophiques. Ok, stylé. C'est intéressant. Toi, c'est pourquoi? Peut-être le côté médical, un peu des fois. Ok, C'est une question pas très complexe. ok, stylé. Et j'ai pas vu les autres mains, il y avait... Ouais. Vas-y, dis-moi. Souvent pour avoir un regard différent sur une question. Ok, ok, stylé, stylé. Moi, j'utilise ça vraiment juste pour me, on va dire, me délester de tâches longues, rébarbatives, enfin des trucs que j'ai pas envie de faire. Par exemple, bon, organiser mon quotidien, me donner des idées, par exemple faire une présentation au Meet the Best, résumer une grande quantité d'informations, donc ouais, j'ai pas forcément envie de me taper genre 30 pages, donc un petit résumé. Ou en ce moment, apprendre une langue. On est plus sur essayer de se perfectionner en anglais. Donc on va voir si ça fonctionne bien avec les anglicismes de cette présentation. Et puis je me suis dit, je peux demander quand même pas mal de choses. Est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin et considérer cet outil-là un peu comme un assistant personnel, voire un secrétaire? Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais employer ça? Par exemple en planifiant mon prochain week-end. Donc moi j'ai envie vraiment de partir, enfin c'est la fin de semaine, j'ai envie de partir en week-end là demain. Ok, très bien. Et bien moi je vous propose qu'on, voilà, vous êtes tous avec moi, on va planifier mon week-end, clairement. Ok, très bien. Bon, situation de base. On va partir à deux, très bien, au Pays Basque. Très bien, ok. Deux personnes, deux personnalités différentes, des envies différentes. Deux profils vraiment différents. Ok, donc ça, on prend ça en compte. Je veux aussi qu'à partir de sources externes, sur Internet, des sites de tourisme, etc., la météo, très important, là-bas ça flotte. Et aussi, au niveau des distances et des trajets, j'aimerais bien avoir un planning. Moi, j'aime bien que tout soit carré. Et puisque j'aime bien que tout soit carré, j'aime que tout soit dans un agenda. Et ma vie, moi, je l'organise vraiment dans Notion. Je veux que ça soit dans la description dans une page Notion. Donc moi, je vous propose qu'on essaye de faire ça tous ensemble. Ouais, je vous ai dit, vous êtes avec moi. Hein. Alors, je me suis préparé un petit prompt. Voilà, bon, je l'ai fait générer. Hein. D'ailleurs, si vous voulez avoir des bons prompts, vous demandez à l'IA directement de le générer, de toute façon. Très bien, et donc, on va voir. Et là, il va me proposer mon super... Ah ben non, effet démo. Mais pourquoi ça fonctionne pas? Ah mince! Quelqu'un a une idée ou pas pourquoi ça fonctionne pas? Vas-y, dis-moi. Parce que si un le modèle de clone n'avait pas accès à Internet. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, bon, mince. Je pensais qu'il y avait d'autres personnes après qui allaient... Non, ouais, c'est déjà ça. C'est une partie de la réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre idée aussi? Ou pas? Observez bien. Ouais, dis-moi encore. Il n'arrive pas à interagir de manière native avec les applicatifs que vous avez mentionnés. Et voilà, et on a fini la présentation, c'est fini. Non, c'est... Alors oui, en effet, il va falloir imaginer un petit peu l'IA comme quelque chose qui est isolé dans son coin. Enfin, l'IA, ici on va parler vraiment stricto sensu de LLM. J'essaie de récupérer mon curseur, j'arrive de suite. Allez, ouais. Il faut imaginer ça comme donc quelque chose qui est complètement isolé du reste du monde et qui n'a comme information que ce qu'on lui a donné lors de ses entraînements. Donc imaginons l'IA comme Tom Hanks dans Seul au monde. Typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Tom Hanks, il est seul sur une île et il a comme information, on va dire, que tout ce qu'il a emmagasiné jusque-là est les colis FedEx, voilà, qu'il a récupérés. Mais donc il manque d'informations. Toute l'information qu'il a emmagasinée, en fait, finalement, notre LLM, là, typiquement, on a utilisé Claude Sonnet 4.5. Voilà, le dataset s'arrête à janvier 2025. C'est-à-dire que tout ce qui est après janvier 2025, il n'est pas en mesure de pouvoir justement me fournir ces informations-là. Donc, gros problème, on n'a pas d'informations en temps réel. Donc là, ça me pose un peu de problème, surtout pour la météo, donc, et surtout pour les trajets. Donc bon, c'est un peu énervant de ce côté-là. Et puis après, moi, je lui ai demandé quand même de créer des choses dans Notion et dans mon calendrier.
Et ben oui, bon, ben, il me dit ouais, je peux pas créer une page Notion parce que ben, il n'a pas accès à ça. Il n'a pas accès au contexte. Donc il peut pas créer ceci, il peut pas lire cela. Comment est-ce qu'on peut donner du contexte? Ben, jusque-là, en fait, on a quand même plusieurs techniques. On a les RAG, Retrieval Augmented Generation. Voilà, toujours l'entraînement en anglais. Normalement, ça devrait aller. Donc c'est un outil qui se base sur un corpus prédéfini, souvent c'est utilisé en entreprise, donc de la doc interne par exemple. Ce corpus, donc cet ensemble de mots est indexé, donc vectorisé, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir donc un LLM qui est quand même beaucoup plus réactif sur un sujet précis. Donc là, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas des... On a du contexte en plus, mais ce n'est pas le contexte en réel pour la vie de tous les jours qu'on voulait, quoi. Donc, d'un autre côté, OpenAI, qui n'est pas si open que ça, a donc rajouté ce qu'on appelle des plugins ChatGPT. Mais là, c'est pareil. On a quelque chose qui est quand même très ChatGPT oriented, donc très peu open source, donc ça ne va pas être utilisé avec Claude. Moi, j'aime bien Claude. Je ne peux pas utiliser avec ça, donc c'est un système très fermé et il y a seulement certaines choses qui sont proposées, qui sont développées en interne. Donc ça, on jette. Et donc ce qui a été proposé par Anthropic fin 2024, c'est un nouveau protocole pour justement gérer ces cas d'usage qui s'appelle MCP, pour Model Context Protocol. Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Pourquoi? On va y répondre. Typiquement, ça se veut être une façon de standardiser finalement une espèce de socle commun pour la communication entre les LLM et les services. Typiquement, entre ici les autres, là on a vu, là j'ai utilisé mon IDE. On reviendra sur ça, pourquoi est-ce que j'ai utilisé mon IDE, VS Code, ou autrement, par exemple Cloud Desktop, d'utiliser donc ce protocole-là pour pouvoir interagir avec ces services. Donc, toutes sortes de services. Voilà. Donc, il faut imaginer ça un peu comme un USB-C pour les LLM, c'est comme ça qu'ils le vendent, où qu'importe en fait finalement l'interface qu'on va avoir au niveau des services, on va avoir un fonctionnement homogène qui va être mis en place grâce à ce protocole. Donc ça m'a l'air quand même pas mal. On peut avoir une facilité d'accès au contexte en temps réel, on peut avoir une interaction avec différents services. Moi je vous propose qu'on teste finalement. On va reprendre. Il y a une autre chose aussi que tu n'avais pas vue, c'est que là je l'ai mis en mode Ask. Pourquoi je l'ai mis en mode Ask? Pour qu'il réponde plus rapidement, qu'il n'est pas en mesure de faire ce que je lui demande. Mais pas en mode agent. On reviendra sur les agents juste après. J'avais mis aussi dans... Ah, je vais prendre celui-là. On reprend exactement... On change de contexte. Hop. On reprend exactement le même prompt. Et là, on va voir des choses assez intéressantes qui vont se passer. Bon. Ça met un petit peu... Allez. On va refaire... L'effet démo, hein. Des fois, c'est en changeant aussi de LLM. Allez, c'est bon. C'est un petit triangle rouge en bas. Ouais, mais non, c'est juste la connexion à Notion après. On va réessayer une dernière fois et sinon, je vais vous expliquer ce qui se passe. Comme quoi, les limites, finalement, de la technologie. Très bien, normalement avec... Là, on a quelque chose qui... Voilà. Ah non, toujours pas. Donc, très bien. Donc là, moi, ce que je pense, c'est que là, on a emmagasiné quand même un... Alors, c'est pas la première fois que j'utilise là, mais on a emmagasiné quand même pas mal de contexte. C'est-à-dire qu'il se souvient, en fait, finalement, des choses qui m'a répondu juste avant. Donc, bon, j'aurais dû peut-être supprimer avant. Mais qu'est-ce qui se passe sinon? C'est il va nous sortir, il va lui-même réfléchir à une to-do et nous sortir une espèce de to-do qui lui va réaliser. Et pour chaque étape, là typiquement, il va d'abord aller voir sur Internet, il va utiliser le serveur Fetch, donc pour aller, lui il connaît certaines adresses
URL, et donc il va aller chercher le contenu et récupérer en fait finalement le contenu de la page HTML, le parser et donc nous donner des informations de ce côté-là. Moi j'ai rajouté aussi, on a quand même quelque chose qui est un peu plus intéressant ici. Là typiquement, à chaque étape, par exemple, il va me demander l'autorisation. On reviendra après pourquoi. Il va demander l'autorisation de réaliser une action. Là typiquement, là c'est une autorisation d'écriture pour créer ma page. Donc là, cette fois-ci, ça a fonctionné, comme quoi, quand il veut. Et il ment parce que aussi, comme information, comme contexte que je lui ai donné, c'est aussi le MCP Google Maps. Donc, en fait, il va aller chercher sur Fetch, sur Google Maps, il va aller faire la synthèse de toutes ces informations-là, et après, typiquement, il va me faire, il m'explique ce qu'il fait. Et là, ce que je lui ai demandé, c'est qu'il aille écrire directement dans Notion. Je ne vais pas donner l'accès à mon calendrier, du coup, il va créer un calendrier dans Notion. Mais là, typiquement, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il m'a demandé l'autorisation pour écrire, pour créer une nouvelle page dans Notion. En dessous, là, ce qu'il me demande, c'est de créer une nouvelle base de données. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà prévues à l'intérieur du MCP officiel de Notion. Donc, je vais la faire courte, on ne va pas faire tout le truc. Mais en gros, il vient de me créer cette page-là, je vous jure. Voilà, il vient de créer cette super page-là. Alors, il est en train d'écrire dedans aussi à l'intérieur. Bon, c'est pas... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu aussi me créer un super agenda. Si je le mets en... Il n'a pas commencé à le remplir, il est en train de le remplir. Mais si je le mets en mode calendrier et qu'on revient dans quelques minutes, il va avoir créé mes rendez-vous à l'intérieur. Donc je trouve ça assez incroyable parce qu'on a quand même cet outil-là qui est capable d'interagir avec d'autres outils du quotidien. Voilà, on va dire OK, bon, et voilà, c'est incroyable. Vraiment, on va avoir toutes les informations que j'ai demandées en fait finalement à l'intérieur. Et la question c'est, OK, d'accord, incroyable, mais comment ça fonctionne en fait finalement? Je récupère mon curseur pour la dernière fois, je vous jure. Hop, nickel. Comment ça marche en fait finalement? Eh bien, déjà on va reprendre les bases. Là je vous ai parlé de LLM. Donc les LLM, les Large Language Protocol, Model, sont des outils qu'on utilise maintenant au quotidien, qui ont comme particularité d'utiliser le langage naturel. Donc, comme je suis en train de vous parler, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est vraiment juste des outils statistiques de prédiction, on va dire statistique, du prochain, on va simplifier ça, mais prochain token, du prochain mot. Donc, on est vraiment juste en fonction des mots qu'il reçoit, des tokens qu'il reçoit, il va donc en déduire une suite statistique de mots. Voilà. Et d'un autre côté, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les agents, il y a le concept d'agent qui est une unité autonome qui est capable de prise de décision, chose qu'on n'avait pas avec le mode Ask avant, et de réaliser des actions. Donc là ici, il demande mon autorisation, mais il y a des agents qui sont capables de justement réaliser des actions sans faire une prise de décision et vraiment d'être autonome de ce côté-là. Et donc à partir de ces notions-là, on peut du coup définir l'architecture de MCP, qui se veut quand même plutôt simple. On est sur la première notion, celle du host. Le host, ça peut être ton IDE, ça peut être ton application de chat en local, par exemple. À l'intérieur, il y a, ici, moi, c'était VS Code. À l'intérieur, moi, j'avais mon LLM. Ici, c'était Sonnet 4.1, 4.5, pardon. Dans ce host, là, typiquement, j'ai utilisé VS Code. VS Code, lui, il a un client MCP. Trop bien. Qui interagit avec le LLM et qui va pouvoir permettre justement de faire des requêtes en JSON RCP à d'autres serveurs qui peuvent être locaux ou des serveurs remote. Voilà. Et donc là, on va pouvoir réaliser des actions avec plusieurs protocoles de transport différents. STDIO, par exemple, pour file system, pour faire des actions en local. Ou autrement, Streamable HTTP pour par exemple, des outils, de la vie de tous les jours, mais des outils, on va dire, remote.
Et donc, tout ça en suivant plusieurs principes. Je vous avais dit qu'on reviendrait. Alors, les principes, ils ont des noms. Les noms, ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Parce que, par exemple, Entropy qui est arrivé, il nous a présenté le sampling. Ce n'est pas l'échantillonnage, c'est vraiment le serveur. Il est en capacité de donner des instructions au client pour réaliser des actions avec le LLM. Donc là, normalement, il y a un petit trigger qui se lève. De l'autre côté, il y a l'aliation qui est après cette demande-là, de la part du serveur, normalement, on est en mesure de demander l'autorisation à la personne qui a déclenché l'action. Voilà. Et une dernière sécurité, le root, qui est vraiment juste définir en fait, le périmètre d'action. Finalement, par exemple, ici, c'était... moi, j'ai défini vraiment la base de mon espace Notion, mais j'aurais pu le dire, bon, mais juste ce workspace-là, par exemple, pour mon file system, ou juste à partir de cette arborescence-là. Et donc, normalement, toutes ces actions-là devraient répondre aussi aux spécifications de OE2 au niveau de la sécurité. Et donc, Anthropic arrive fin 2024 avec tous ces beaux outils, mais avec pas mal de promesses aussi. La promesse de mettre en place des SDK pour les clients et pour les serveurs, donc en commençant par Node.js, par exemple. Node.js, la mise en place aussi d'un MCP registry, à la manière d'un packet manager comme NPM, comme pip, etc. Et pas mal de serveurs officiels clés en main. D'ailleurs, on en a vu quelques-uns. Moi, je vous ai parlé de Fetch. Fetch, par exemple, ça, c'était quelque chose qui est là depuis le début. C'est, donc, comme je vous ai dit, pour récupérer directement le contenu d'une page HTML. Ou autrement, file system, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui est là depuis le début également. Et donc là, ça nous ouvre quand même les portes à énormément de cas d'usage différents. Donc, je vais vous prendre un exemple. Typiquement, des recommandations de films et séries. Typiquement, si on branche Notion ou un super serveur MCP qui a été développé par quelqu'un de la communauté qui permet de récupérer des informations côté IMDb. Parce que ça aussi que je ne vous ai pas dit, c'est que Anthropic, ils ont eu la super bonne idée de rendre ça open source. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus adapté. Par exemple, faire aussi des résumés de fiches techniques, typiquement en utilisant Fetch ou Notion. On peut même aller un cran plus haut et faire un boilerplate pour un jeu vidéo, parce que oui, il y a des MCP, il y a des serveurs MCP pour Blender et pour Unity. Bon, je ne vous conseille pas de le mettre en prod directement, celui-là, mais ça existe et c'est fou. Ou autrement, avoir une liste d'idées, d'angles d'approche pour une présentation sur MCP, mais ça, on divague. Comme ce qu'on a vu, il y a quand même quelques limites. À MCP. Alors la sécurité avec sampling. Je vous ai dit, peut-être petite rigueur. Là, on a le serveur qui est en mesure de dire au client de faire certaines actions. Le client qui a accès à tel ou tel autre serveur MCP, des informations, des clés, des API, etc. Donc c'est un peu sketchy. Donc, bon, de toute manière, c'est comme tout ce que vous téléchargez sur Internet, il faut faire attention. Il y a aussi une implémentation, je vous ai parlé de Hot, une implémentation qui est aujourd'hui incomplète des spécifications. Je ne pourrais pas trop rentrer en détail, mais c'est quelque chose qui est pas mal relevé et qui fait l'objet de promesses de fixe de la part de la communauté. Bon. Et comme ce qu'on a vu, c'est encore trop technique et vraiment encore trop de bidouillage. Pourquoi j'ai utilisé mon IDE ? Bah oui, moi je vous parle depuis tout à l'heure d'utiliser ça au quotidien, de pouvoir l'utiliser vraiment, monsieur tout le monde. Et bien là, je vous ai parlé juste avant des différents principes de MCP. Et bien tous les clients, tous les hosts ne les intègrent pas. Et typiquement, aujourd'hui, vraiment les deux gros qui intègrent donc toutes les possibilités qu'offre MCP, c'est malheureusement VS Code et Cursor. Donc voilà, encore trop technique, encore trop bidouillage, comme on a dû s'y reprendre à plusieurs fois.
Et là, j'ai utilisé donc, des choses qui étaient donc des MCP officiels et qui étaient déjà mis à disposition par VS Code. Si vous voulez aller plus loin, on est vraiment encore trop sur du technique et du bidouillage, mais il faut se rappeler que c'est une technologie qui a 10 mois. Voilà. Et 10 mois, il y en a eu des nouveautés et des évolutions. Par exemple, je vous ai parlé jusque-là du MCP Registry. Le MCP Registry est en preview depuis septembre 2025. On attend la bêta, mais bon, on n'y est pas encore. L'ajout de nouveaux SDK. En dernier candidat, on a eu PHP. Ça ne sert pas trop, c'est PHP. Mais... on a eu PHP et donc l'intégration progressive avec divers hosts. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces technos, en mars, on avait vraiment quelque chose qui était très cloud-oriented et donc on avait quasiment que cloud desktop qui intégrait ces technos. Et donc, pas mal de sceptiques. Et là, maintenant, on a quand même des outils que moi j'utilise tous les jours au travail qui intègrent ça. Et puis, pour illustrer finalement cette capacité d'évolution quand même assez rapide, jusque-là, donc un point un peu plus technique, on utilisait donc non pas Streamable HTTP, mais HTTP plus SEE. Pour la faire simple, on passe d'un protocole de transport qui était stateful à un stateless, et donc c'est une mise en place quand même beaucoup plus simple avec l'utilisation par exemple de serverless et tout. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de mise en place pour les devs, pour les techs. Donc il y a quand même beaucoup à faire, il y a quand même pas mal d'avenir, mais il faut rester quand même vigilant. Donc c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, moi je prends.